Merci beaucoup, Rabh. Bienvenue, Sofiane Gilali, sur Alterna TV. Enfin, ma question concerne votre déclaration que vous avez faite en mars 2024. Vous dites que le basculement vers un monde multipolaire rabat toutes ses cartes. Et Oui. par conséquent, vous invitez, oui, vous invitez Monsieur Tebboune, le chef d'État, à ne pas briguer un deuxième mandat. Vous sent, enfin, quand on lit un peu votre déclaration, euh, vos critiques semblent très dures hein, contre Tebboune, duquel vous n'avez jamais été, je veux dire, initialement très sévère. C'est-à-dire, on a l'impression, vous chargez le président, enfin Tebboune, et en quelque part, le pouvoir, il est épargné. Pourquoi vous chargez que Tebboune et le problème de gouvernance en Algérie qui existe depuis pas mal d'années, il existe réellement, que ce soit Tebboune ou pas. Donc, il y a un problème de gouvernance en Algérie. Et vous dites en même temps que les Algériens ne comprennent plus dans le système politique dans lequel ils vivent finalement. Donc, forcément, le point de départ, c'est le régime, c'est le pouvoir en place. Et Tebboune n'est qu'une, si j'ose dire, une pièce rapportée de ce régime qui gouverne l'Algérie. Non, maintenant, vous ne pouvez pas prendre simplement une seule déclaration et limiter ensuite la doctrine ou l'ensemble du programme. Vous reprenez tous nos écrits et je pense qu'on est l'un des rares partis qui écrit longuement et qui intervient avec des traces. Non, il est clair que j'ai très souvent critiqué le mode d'organisation de l'État algérien, c'est le système politique tel qu'il est, la démocratie qui n'en est pas une, etc. Tout ça a été critiqué. Par rapport au président, en 2020, quand il est arrivé avec beaucoup d'enthousiasme pour changer les choses, pour faire les réformes. Il a reçu énormément d'hommes politiques. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi parmi cette palette d'hommes politiques, il n'y a que ma personne qui semble être la cible des critiques acerbes, mais je pense que tous ceux qui même étaient applaudis ont été reçus sans problème. Le fait est que le président, à ce moment-là, ma première entrevue, j'avais fait l'exposé même à l'opinion publique. Il s'est engagé sur un certain nombre de choses et il fallait lui donner quand même la chance de pouvoir mettre en œuvre ses engagements. On ne peut pas immédiatement exiger et rester sur des positions réfractaires. Et il faut reconnaître que bien qu'il y a eu l'épisode du Covid et d'autres situations, mais les 2 premières années, il a tenté de mettre en application une réforme constitutionnelle où il y a eu des avancées sur un certain nombre de points. Nous-mêmes, on l'a qualifié quand même de timide, qu'il y a eu quelques limites, mais l'essentiel, c'était qu'il y avait une évolution et qu'on allait vers des élections. Malheureusement, l'opposition n'a pas accepté d'aller plus loin. L'opinion publique n'était pas prête, etc. Et donc, je pense qu'à partir des législatives de 2021, où il y a eu un échec du renouvellement, d'ailleurs, nous, le parti s'était présenté avec comme titre Força l'Taghyir. C'était l'occasion d'apporter un changement. Malheureusement, le résultat a été que de nouveau, le FLN, le RND, les habituels étaient encore là et de nouveau. Et ça, c'est structurel. Ce n'était pas parce que le président le voulait, mais parce qu'il n'y a pas eu les changements de fond, il n'y a pas eu les réformes politiques nécessaires pour qu'il y ait ce changement-là. On peut donner des exemples et je peux expliquer plus longuement les raisons de cet échec-là. À partir de ce moment-là, je pense que le président s'était senti un peu prisonnier de la classe politique, puisqu'il se retrouvait en face de lui avec les mêmes partis qui avaient soutenu le 4e, le 5e mandat et qui sont toujours là. Et que les nouveaux partis, les nouvelles figures… Mais il en faisait partie, mais non, lui-même. Il était ministre d'un gouvernement
Mais c'était pas pour faire le procès de la personne, parce que, y compris le FLN, il y avait des changements de personnel, y compris le RND et tout. Mais il fallait changer dans le fond, dans la façon de gérer le pays. À partir de ce moment-là, on a vu une deuxième période du président, c'est-à-dire qu'il s'est replié un peu sur les arrières. Il a réanimé ce qu'ils appellent la société civile, qui n'est en fait que des associations affiliées d'une manière ou d'une autre à l'État. Il s'est appuyé, même secondairement, sur les partis politiques classiques, qui sont en fait des exécutifs du pouvoir. Et surtout, sur le plan économique, il a voulu relancer le pays, mais à travers une doctrine boumedieniste. Puis ils le reconnaissent eux-mêmes. Moi, je l'ai qualifié, je pense avoir été le premier à l'avoir qualifié ainsi. Et ça a été repris. En fait, ils voulaient donner cette dynamique, cette grandeur de l'image algérienne, tant sur le plan extérieur que sur le plan intérieur, en reprenant un peu les modes de gestion de Boumedienne. Et c'est là où, en mars 2023, 2024. 2024, ouais. 2024, j'ai fait une intervention pour expliciter que la première période du président Tebboune avait été positive. Il avait réussi à calmer un petit peu la fièvre qu'il y avait dans le pays, qu'il avait commencé à donner un peu d'espoir, mais que la deuxième partie, il s'est laissé entraîner par une dynamique ancienne. Et cette dynamique-là, pour moi, elle n'ira pas vers le bon sens. C'est-à-dire fermeture des libertés, blocage des partis politiques. Et j'ai dit la raison, parce qu'il s'est retrouvé face aux anciens et pas de nouveaux. Mais au lieu de favoriser une nouvelle classe politique, il s'est recroquevillé. Sur le plan économique, il a voulu diminuer, limiter les importations, mais en réalité, ça a été mal engagé et ça a causé des dégâts beaucoup plus graves que ce qu'il y avait précédemment, etc. Donc, ça a commencé dès 2022. Djil Jadid commençait à faire des critiques au fur et à mesure des décisions qui étaient prises. Ce n'était pas des attaques frontales, c'était inutile, mais c'était plus pédagogique. Par exemple, lorsqu'ils ont fait des arrestations sur les jeunes pour cause de spéculation, j'avais critiqué vertement le gouvernement, puisque je me rappelle, le Premier ministre disait face aux députés que si les prix augmentaient, c'est parce que le gouvernement avait engagé une lutte féroce contre la spéculation. Et j'ai trouvé cette façon de réfléchir tellement, comment dire, distordue, que j'avais dit, à ce moment-là, moi je demande au gouvernement d'aider la spéculation pour faire baisser les prix. La même chose, lorsqu'on met en prison les jeunes parce qu'ils auraient vendu un bidon d'huile à 700 dinars au lieu de le vendre à 650 et qu'ils sont condamnés à 7 ans et 10 ans de prison, pour moi, c'est insensé. Et là, j'avais fait une contribution pour dire que la loi du marché pouvait vous mener en prison. Et donc, il y a un problème d'approche, de compréhension, de système économique et donc forcément politique à mettre en place. Et on a l'impression que l'État est en déperdition. L'État ressort d'une très grave crise de 2018-2019. Rappelez-vous qu'il y a des dizaines de hauts officiers, des généraux de l'armée, des services qui sont en prison. Et vous avez un conseil des ministres en prison à Al-Harrach, le nombre de premiers ministres et de ministres en prison. Et je ne parle pas des walis, des administrateurs et tout. Imaginez un État qui subit ce type de bouleversement. C'est extrêmement, j'allais dire, stressant gentiment, mais c'est très risqué pour un pays. C'est une révolution interne. Et donc, il n'était pas utile de rajouter systématiquement de l'huile sur le feu. Au contraire, il fallait apaiser. Mais arrivé à un moment, il faut aussi éviter que ça bascule de l'autre côté. C'est-à-dire, ce n'est pas au nom de la stabilité qu'on doit aller à l'immobilité, parce que l'immobilité, finalement, c'est la mort. Et donc, au lieu d'aider à aller vers une dynamique nouvelle, vers une ouverture nouvelle, vers l'ouverture des médias, vers une action pédagogique, vers une action
d'ouverture économique et d'encouragement, etc., on est retombé dans le social, dans la distribution de la rente, dans le calmer la population. Bon, l'un ne va pas sans l'autre. Mais je comprends pas, monsieur Sofiane Gilali, vous voyez très bien que quand le Parlement, quand il a voté les budgets d'État sur un déficit, 94 milliards et 110 milliards, ça veut dire, quand vous lisez un peu le PAF, ça veut dire qu'il n'y a pas de création d'emplois, ça veut dire la paix sociale. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé à partir, au fait, 2 ans avant d'arriver, 3 mois avant les élections? Parce qu'on voit bien que l'Algérie, elle était dans l'immobilisme après la pandémie, finalement. On est rentré dans l'immobilisme. En 2000, je peux vous tirer les entretiens et les contributions. On avait critiqué systématiquement depuis au moins l'année 2022. L'année 2022. Mais j'imagine les gens ne s'intéressaient pas spécialement à tous les écrits. Et comme vous savez, quand vous n'avez pas les gros médias, vous n'avez pas la télé, c'est pas répercuté. Mais moi, je vous mets au défi et je peux vous donner, ce sont les écrits, encore une fois, les écrits restent et vous pouvez voir qu'on a critiqué essentiellement ces décisions-là en parlant des ministres, du gouvernement et des grandes décisions qui ont été prises avec lesquelles nous n'étions pas d'accord. Et arrivé à 2024, on a dit franchement ce qui se passait. Maintenant, le problème, je vais vous dire, ça, je crois qu'il faut que aussi les Algériens fassent leur autocritique. En particulier, les gens qui sont très engagés dans la parole, etc. Agir dans le pays politiquement, construire des structures d'un parti politique, garder son autonomie, sans moyens, sans argent, sans avoir aucun appui, c'est extrêmement difficile. Ensuite, vous êtes dans des situations extrêmement complexes. Vous ne pouvez pas simplement d'une main effacer les gens, ils diront liquide cela, on n'est pas d'accord avec cela. Moi, je pense que j'ai été violemment critiqué pour des raisons qui n'ont pas lieu du tout. Est-ce que j'ai participé au pouvoir? Jamais. Est-ce que j'ai pris une décision qui a mené à un problème? Jamais. Est-ce que j'ai bénéficié quelque chose du pouvoir? Jamais. On m'accuse d'être pro-pouvoir. Mais moi, pourquoi on ne me donne pas un siège pour le parti? Pourquoi on ne me finance pas? Pourquoi on donne des dizaines de milliards aux autres partis et nous, pas un centime? Mais les gens ne se posent pas ces questions. Simplement, ils ont besoin d'extérioriser comme une frustration. Et si vous n'êtes pas sur leur ligne de conduite, ils vous condamnent, ils vous excluent. Mais réfléchissez un peu comment ça s'est passé depuis des années. Moi, je suis sur le terrain politique depuis 1989. Et je n'ai pas besoin d'étaler tout ce que j'ai fait, les sacrifices que j'ai pu faire, etc. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Mais les gens, non, ils pensent, ah, il habite Club des Pins, ce qui n'a jamais été le cas. Ah, il a été ceci, il a été cela. Mais les gens parlent dans le vide sans connaître. Simplement, vous avez des gens qui ont envie de faire un peu de publicité sur eux, donc ils vous insultent. Ils disent n'importe quoi qui n'a pas de sens, etc. Donc, revenons à un terrain rationnel. Soyons rationnels et discutons sur les choses faisables et non faisables par rapport à des rapports de force, par rapport à une réalité sociologique, par rapport à une réalité géopolitique. Il y a énormément d'éléments extrêmement complexes à faire intervenir. D'où ce que vous aviez dit tout à l'heure, que je disais qu'on allait vers que le monde allait balancer dans un monde multipolaire. Mais je n'ai pas fait le lien avec la présidence d'un deuxième mandat pour M. Tebboune. Pas du tout. Moi, dès le début, j'étais pour que l'Algérie fasse les démarches pour aller vers les BRICS, que l'Algérie s'inscrive dans la multipolarité. Je l'ai dit, j'ai reçu l'ambassadrice des États-Unis ici à Alger. Et je lui ai dit clairement, Madame, l'Algérie, son intérêt est qu'il y ait un monde multipolaire parce que nous avons besoin d'avoir des relations avec autant l'Occident qu'avec l'Orient. Nous ne sommes hostiles ni aux uns ni aux autres, mais nous devons mener une politique pragmatique qui permette à l'Algérie de se développer. Nous avons en face de nous, de l'autre côté de la Méditerranée, une Europe qui a besoin d'une manière ou d'une autre de certains éléments que possède l'Algérie.
Et vice-versa, l'Algérie a besoin de cette Europe-là dans le cadre d'une coopération rationnelle, raisonnable et dans l'intérêt des deux parties. Donc, ce n'est pas un discours que j'ai caché, pas du tout. Maintenant, quel est le rapport entre la présidence de la République algérienne et ce monde en évolution? Ça, c'est notre politique économique. Notre intérêt de rentrer dans les BRICS, c'est que ça nous forcerait à faire les réformes qu'il faut sur le plan financier, bancaire, douanier, et puis surtout sur l'investissement économique, etc. Ma dernière entrevue avec le président de la République, c'était au mois de mai 2022. C'était juste après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Je lui ai dit, Monsieur le Président, aujourd'hui, l'Europe vit une crise énergétique extrême. Et vu l'évolution de ce qui se passe, le coût de l'énergie, le GNL en particulier, importé des États-Unis, va poser de très gros problèmes à l'Allemagne, essentiellement, puisque c'est l'Allemagne qui est un petit peu, disons, le pays qui produit et qui avait une balance excédentaire par rapport à l'ensemble des pays européens. J'ai dit, c'est le moment immédiatement d'engager des mesures pour préparer les conditions nécessaires pour une délocalisation vers l'Afrique du Nord et donc vers l'Algérie. Nous sommes aux portes de l'Europe, nous avons de grands espaces, nous avons de l'énergie fossile, mais aussi de l'énergie renouvelable. Et c'est le moment d'offrir un certain nombre d'avantages à des entreprises technologiques pour qu'on puisse en bénéficier pour développer le pays. Malheureusement, il n'y a pas de vision sur cela. La même chose pour notre diaspora. Il faut prendre des mesures très importantes pour encourager le retour de la diaspora vers l'Algérie, qu'elle puisse investir, l'encourager. Elle a du savoir-faire, elle a de la technologie, elle a les circuits commerciaux, elle a les circuits bancaires, elle a énormément d'avantages, cette diaspora. Eh bien, il faut lui donner ses moyens. Voilà qui aurait pu améliorer un petit peu notre développement et l'accélérer.